Bonsoir à tous. C'est un live un peu tardif et nocturne, j'espère que vous m'entendez bien. Je voulais pour la première fois vous parler, vous qui êtes rentré dans ce groupe qui a été créé sans que je sache en janvier dernier lorsque j'ai eu droit à ma première procédure judiciaire liée au mouvement des Gilets jaunes, dénoncé par Aurore Berger pour avoir armé les esprits, dénoncé au procureur de la République, avec l'intention de me mettre en prison en disant qu'il y avait pire que ceux qui frappaient, tuaient. Il y avait ceux qui, par la parole, justement, amenaient les personnes à penser. Je le fais parce que j'ai besoin de vous, j'ai besoin d'aide, et avant tout parce que je voulais vous remercier de m'avoir accompagné pendant cette période, parce que si j'ai survécu à la violence qui m'était infligée, qui nous était infligée, ça a été tout simplement parce que vous avez été là, parce que vous m'avez appuyé, parce que vous m'avez montré que ce que je faisais avait du sens pour moi, pour vous et pour de nombreuses autres personnes. Bonjour Pierre, bonjour Claude, bonjour Maryse. Je pense que c'est assez étonnant pour moi, pour une fois, de faire ce live avec très peu de personnes. J'ai posté sur ce groupe, je pense qu'il est pas accessible aux autres. Et du coup, dans cette configuration, je vais vous dire un certain nombre d'éléments différents que ceux auxquels on est habitué. Et, euh, et plus intime peut-être en vous faisant confiance sur le devenir. J'aimerais, pour vous remercier d'être là, vous lire le début de la postface de Crépuscule qui va paraître en poche dans 2 semaines. C'est un texte que j'ai écrit cet été qui complète avec des éléments importants celui que vous avez lu, parce qu'il m'a permis, ces mois d'enquête m'ont permis aussi de comprendre depuis la parution du livre, bonsoir Monique, l'importance qu'avait eu la Sarkozy pour construire Macron, et pourquoi lorsque Sarkozy se rend compte qu'il va perdre les primaires et que son ennemi juré, celui qui est devenu son ennemi juré, François Fillon, va les gagner, les primaires de la droite, se met en place une stratégie pour se protéger, parce qu'il a peur des conséquences juridiques de sa défaite. Il a peur tout simplement d'être écrasé par le droit, par les nombreuses corruptions dont il s'est fait gala, que M. Fillon avait voulu poursuivre. Vous vous souvenez de cet épisode où François Fillon va voir le secrétaire général de l'Élysée, Jean-Pierre Jouyet, un intime de Macron, lorsque François Hollande est encore au pouvoir, et il demande à celui-ci et à l'Élysée d'accélérer les procédures contre Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, qui a été au pouvoir, sait comment ça se passe, sait comment on instrumentalise la justice pour s'attaquer à des ennemis politiques et pour se débarrasser des obstacles qui s'installent entre soi et le pouvoir. Donc, à partir de là, se met en place une transition, un transfert où Nicolas Sarkozy va offrir à Macron, et ça c'est une chose que j'ai jamais racontée, ses appuis oligarchiques. Les appuis oligarchiques de Nicolas Sarkozy, c'est notamment Bolloré. C'est aussi Lagardère. C'est des personnes qu'il a nourries depuis 30 ans, depuis que, alors qu'il n'avait pas 30 ans, justement, maire de Neuilly, il a commencé à traîner avec toutes ces personnes qui habitaient dans cette ville ou dans les environs, et il a commencé à les séduire, à les marier en tant que maire, à dîner avec eux, de façon à ce qu'ils favorisent son ascension. Ils le construisent, ils l'aident avec leurs médias, avec leurs finances, et lorsqu'ils se trouvent en difficulté après avoir perdu le pouvoir, ils vont décider de choisir un poulain qui saura les défendre à nouveau, Emmanuel Macron, contre la promesse de protéger non seulement leurs intérêts, mais aussi celui qui les avait propulsés. Et alors là, Sarkozy va se démener. Et si vous vous interrogiez sur le pourquoi Sarkozy était si proche d'Emmanuel Macron ces derniers mois et pourquoi il essayait à ce point de le séduire, de se montrer louangeur, y compris dans sa biographie, son autobiographie Passion, que vous avez peut-être lu, qui n'est pas inintéressante pour comprendre comment fonctionne le pouvoir de l'intérieur. Il y a notamment un extrait assez savoureux où il parle de Mitterrand quasiment en train de mourir. On est en 94, donc il souffre d'un cancer douloureux. Édouard Balladur est Premier ministre. Nicolas Sarkozy est ministre du Budget. Et alors, à ce moment-là, Nicolas Sarkozy est gêné, il est jeune, il voit que François Mitterrand, le président de la République, est là en train d'agoniser quasiment dans le Conseil des ministres et il essaye d'accélérer, il fait vite la présentation qu'il avait à faire. Il voit que Balladur lui dit allez, allez, dépêchez-vous. Et là, Mitterrand, quasiment mort, réussissant à peine à parler, lui dit Monsieur le ministre, entretenez-nous des finances de la France.
Et alors là, Nicolas Sarkozy se dit incroyable. Cet homme qui était quasiment mourant veut montrer en fait qu'il nous domine encore et jusqu'au bout, qu'il est capable de tenir. Et donc Sarkozy se voit forcer à un développement supplémentaire. Donc il y a des épisodes comme ça qui montrent en fait comment se font dans ces vases clos, cette petite salle du Conseil des ministres au sein de l'Élysée, les rapports de force entre ces différents hommes politiques. Après, évidemment, ce que cache Nicolas Sarkozy, c'est toutes les artefacts qu'il a mis en place pour gagner, ses rapports avec les affairistes, les milliardaires et les grands millionnaires. Et vous découvrirez dans aucune de ces mémoires de politiciens, ils ne parlent de ces personnes qui les ont pourtant autant aidés. Est-ce que c'est de l'ingratitude ou est-ce que tout simplement de la honte par rapport au fait d'avoir participé à des jeux dont ils savent très bien qu'ils sont assez laids? Vous me demandez sur les plans d'action, franchement, je vais y revenir. Mais d'abord, je voudrais, parce que comme je le disais au début de la vidéo, j'ai quelques services à vous demander, des demandes importantes. Et je sais si vous êtes dans ce comité de soutien, c'est peut-être aussi un moment parce que vous vous dites que vous auriez pu m'aider à avancer sur ce chemin. Mais d'abord, je voudrais, comme je vous le disais, donc, vous lire le début de cette postface. Donc, j'ai reçu la version, vous voyez, je me suis fait mal au doigt, vous imaginez dans quelles circonstances. La version poche qui coûte 7,10 €, donc cette fois j'aurai eu 35 centimes par livre, non pas grand-chose, c'est pas pour ça que je vous le montre, vous rassurez-vous, mais c'est au contraire pour vous montrer justement ce que j'ai découvert sur Sarkozy. J'espère que vous m'entendez bien, donc je commence, j'espère que ça vous intéressera. Postface. Depuis la première parution de ce texte, en octobre 2018, 10 000 personnes ont été arrêtées et plus de 2 000 blessées. 13 ont perdu leur vie, tandis que des centaines de milliers se levaient pour revendiquer leur dignité. Parmi eux, certains des plus fragiles membres de notre société. Partout, une violence politique s'est déchaînée. Circonspects, ahuris, indignés, nous avons assisté à la naissance d'images provenant d'un ventre grouillant, celui d'un État sauvage, prêt à tout pour préserver son autorité, faisant s'agenouiller des dizaines de lycéens sur un seul meuble, les filmant humiliés, les raflant alors qu'ils s'apprêtaient à leur tour à se mobiliser, arrachant yeux, mains et pieds pour s'imposer. Plus de 3 000 enfants auront été arrêtés lors du seul mois de décembre 2018 pour éviter la généralisation d'une contestation qui se levait contre une politique obscène, imbue d'elle-même et pillant les ressources de la collectivité. Une politique qui s'est montrée prête à tuer, qui oserait la contester. Ce mouvement ne s'est pas arrêté. Alors que les Gilets jaunes continuaient d'écumer les rues, dans l'indifférence générale, le plus important mouvement de rétention de copies de l'histoire du baccalauréat naissait. Le plus important mouvement social touchant les hôpitaux, à partir de personnels non syndiqués, s'élançait. Les pompiers, les policiers tentaient de s'y ajouter. Partout, un sentiment d'urgence et un cri, une clameur disant « Une société se meurt » réagissait. Partout en retour, la violence et les prébendes. L'inanité de politiciens arrivés au pouvoir pour jouir de positions confortablement arrachées, incapables d'interroger les fondements qui les avaient propulsés. Cette dérive autoritaire, cette vrille de toute une société, s'annonçait dès les prémices de l'élection d'Emmanuel Macron. Les fondements anthropologiques d'un pouvoir avarié ont été décrits dans mon ouvrage contre Macron, paru en ligne en juillet 2017. Comme crépuscule, il ne trouverait nul éditeur jusqu'à ce que, quelques semaines avant l'émergence des Gilets, un jeune homme courageux, Johan Badour, s'élance contre toute évidence pour prévenir ce qui venait. Cette dérive, ontologique, est le fruit d'une vrille oligarchique qui a déréglé la fabrique de l'information et a fini par dévaster toute une société. Aux Gilets jaunes, elle se trouve intimement liée. Celle-ci est née de l'adoption de la taxe carburant, dont l'auteur de ce texte a montré, preuve à l'appui, qu'elle n'avait eu dès le départ qu'un objectif, financer la pérennisation d'un allègement de cotisations patronales, et non la transition écologique, comme le gouvernement l'avait prétendu, sans jamais être contredit. C'est-à-dire que cette taxe écologique n'avait pour autre objectif que d'effectuer un transfert sec de ressources, évalué à plus de 7 milliards d'euros, allant de l'ensemble de la population vers les plus favorisés de la société, afin de remercier ces derniers de l'appui qu'ils avaient donné à ceux que l'élection avait sanctifiés. Qu'en somme, l'on utilisait maintenant l'élection, puisqu'à ce dispositif s'ajoutait ISF, la taxe et ainsi de suite, pour préserver les intérêts d'une classe qui nous avait écrasés. Et comment le faisait-on? En s'appuyant sur quelques oligarques,
et la complicité élargie de journalistes asservis, d'une caste intermédiaire financée et préservée à coups de subventions et d'investissements sans but de rentabilité, pour filtrer les impressions que du monde l'on tirait. Le mouvement des Gilets jaunes a été attaqué de façon massive, unilatérale et écrasante par les castes bourgeoises qui sont devenues ces dernières décennies serves et inutiles. Les Gilets jaunes le leur ont bien rendu. Institués pour penser, parler et décider au nom des populations, ces castes, au sens étymologique du terme, intellectuels, politiques, médiatiques, se sont autonomisés à partir du XVIIIe siècle, dans le cadre de la naissance d'un système politique, la démocratie libérale, qui offrait au peuple la possibilité de choisir qui en son nom parlerait, penserait et déciderait. Maigre progression, pensera-t-on aujourd'hui, en rapport au système aristocratique, qui permettait par une sélection fine d'organiser hiérarchiquement la société. Grande progression si on la comparait au servage auquel nos élites se sont depuis vouées, trahissant ceux qui les avaient institués et qui, par leur travail, les finançaient. Pourquoi ces élites, créées et dépendant théoriquement de la société, se sont-elles élevées contre elles, défendant férocement leurs maîtres, qui pourtant, au quotidien, par effet de censure, nomination et licenciement, les humilient? Pourquoi n'ont-elles pas eu la clairvoyance suffisante pour comprendre que leur survie dépendait de leur réassociation au peuple, de la rupture des chaînes qui au plus puissant les liaient, pour assainir enfin l'espace public et redevenir les porte-paroles non d'intérêt, mais du peuple et des leurs d'idées? Eh bien parce qu'elles ont été achetées, littéralement. Et tous leurs cris d'orfraie ne pourront rien face à cette évidente réalité, matérialisée par les faits. Ces êtres sont achetés, financés, payés par d'autres êtres qui couchent, vivent, consomment ensemble, anciens proxénètes, corrupteurs d'État, fraudeurs et héritiers avariés. Ces élites dépendent aujourd'hui d'une autre élite qui les domine et les contamine par ces milliards multipliés. Et elles se sont senties limitées par l'émergence d'un mouvement qui, trop conscient d'avoir été exploité, d'être à l'origine de ces fortunes que nos journalistes et politiciens ne cessent de nous faire croire nées des cuisses de Jupiter, a voulu rompre avec elles et les dévaster. Nos castes bourgeoises ont eu trop conscience que les Gilets jaunes, en réclamant une démocratie directe, une troisième révolution politique qui permettrait enfin au peuple d'avoir, sans intermédiaire, le droit à une parole propre dans la cité, les menaçaient dans leur existence même. Que par cette reprise directe de la parole, ceux-là même qui leur avaient délégué le droit à les dire, les rendaient inutiles et leur retiraient ce pouvoir qu'ils avaient si vaillamment su s'accaparer, jusqu'à le retourner contre ceux-là même d'où ils provenaient. Et ces castes ont alors commencé à trembler, car elles ont su que, à ce moment-là, ce que des siècles de compromission avaient fait naître s'apprêtait à les écraser. Ce que, par la grâce d'une révolution technologique qui mettait fin au monopole sur les dispositifs de concentration de l'attention, par la décorrélation entre l'espace politique et informationnel produit par l'émergence des réseaux sociaux, de chute, tout cela produirait. Et les Gilets jaunes ont avancé. Ayant vu là où nos clercs s'étaient aveuglés de leur veulerie et leurs intérêts, ils ont féroce avancé. Ils récupéreraient ce que l'on leur avait arraché. Ils se réimposeraient dans leur souveraineté face à une coupole dirigeante qui, tremblante, apprêtait un hélicoptère pour fuir, là où par milliers, ils se montraient capables de se lever face à des corps armés et tenir ou se sacrifier pour arracher ce que l'on leur devait. La démonstration du mensonge d'État qui a fait naître ce mouvement et qu'aucun média n'a jusqu'alors présent relayé, se dit dans les échanges capturés par les Macron Leaks entre les deux plus proches conseillers du président, Alexis Collère, secrétaire général de l'Élysée, et Laurent Mortel, conseiller fiscal à l'Élysée. Je passe sur cet épisode que je vous ai souvent raconté, et j'aimerais vous lire la fin de cette préface. Aux millions de personnes qui ont partagé ces mots, merci. À Daniel Mermet de Là-bas si j'y suis, à Bertrand de Thinkerview, qui ont rendu ce miracle possible, aux côtés des centaines de ronds-points par lesquels ce texte a circulé et que nous avons collectivement fabriqué. À Maxime, que j'ai eu la chance pendant cette période d'accompagner, aux détenteurs des propriétés, qui de la rue d'Andigné à la Villa Montmorency, en passant par Barbet de Jouy, ont décidé de nous piller. Je leur dis cessez. À Xavier en particulier, ses sex shops et ses call girls, les business que nous devions monter, cette préception qu'à ses enfants j'avais proposée.
avant que ne s'impose l'évidence, à savoir que rien ne nous relierait. Il est toujours temps de se sauver. À Yannick, fils de Vincent Bolloré, Martin, fils de Francis Bouygues, François-Henri, fils de François Pinault, Delphine, Frédéric, Jean, Antoine et Alexandre Arnaud, fils de Bernard Arnault, et à Arnaud, fils de Jean-Luc Lagardère. À vous tous qui avez saisi nos destinées par héritage et ne cessez de vous effondrer. À vous tous qui, par l'entremise de l'État, avez accaparé par les médias, l'édition, la publicité, les moyens de notre politicité. Quittez à temps ces privilèges que vous n'avez en rien mérités. À Élisa Niel-Arnaud et Zoé Bouygues-Bolloré, âgées respectivement de 7 et 6 ans, héritières naissantes d'un pays oligarchisé où la violence s'apprête à les menacer, fruits innocents d'un pillage effréné, incapables encore de compter et pourtant déjà détentrices des plus importants capitaux que le monde ait comptés. Sachez que nous ne vous en voulons pas, et que ce sera à vos aînés, si jamais demain le peuple se trouvait à s'excéder, qu'il faudra pardonner. À vous tous qui me lisez, il y a un crépuscule à achever. Ces dernières phrases, qui viennent compléter cette préface où je vous décris, comme je vous le disais, comment Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron se sont alliés pour permettre l'ascension de ce dernier, appellent à un mouvement qui ne s'est pas achevé, qui n'a pas de raison de s'achever, qui est rentré dans une nouvelle phase. Et c'est là où je voulais vous parler de 3 projets, puisque nous sommes entre nous, puisque nous sommes sur un comité de soutien qui, théoriquement, n'intéresse que ceux qui sont le plus impliqués dans cette cause. La première est sur ce texte, Crépuscule. J'ai reçu une sollicitation assez étonnante et agréable, celle d'un grand intellectuel qui s'appelle Noam Chomsky. Vous en avez peut-être entendu parler, mais il m'a écrit un mail, lui qui s'est battu depuis des années contre toutes les formes oligarchiques et contre la propagande, grand professeur de linguistique au MIT. Je vous conseille absolument de vous renseigner sur lui si vous ne le connaissez pas, qui décrypte comment les médias manipulent l'information de façon à s'asservir auprès des plus puissants, qui a eu cette phrase extraordinaire alors qu'un journaliste venait le voir dans un aéroport. Il s'adresse à lui, il dit « Monsieur Chomsky, je vous ai reconnu. Je vous ai reconnu, je voudrais vous dire quelque chose. Moi, je suis journaliste et contrairement à ce que vous racontez dans vos livres, moi, je peux écrire tout ce que je veux dans ce journal. C'est la preuve que je suis libre et vous êtes complètement trompé, j'en suis la preuve vivante. » Alors là, Noam Chomsky lui répond de façon assez brillante. C'est une anecdote qui a beaucoup circulé. Mais mon cher ami, pourquoi pensez-vous qu'ils vous ont recruté? Si ce n'est parce que vous êtes trop bête pour vous rendre compte que vous ne savez pas penser. Et que dès lors, si vous avez cette position, c'est justement parce qu'ils n'ont pas besoin de vous mettre la laisse autour du cou, ou en tout cas de la serrer. Vous ne la sentirez jamais, car jamais vous ne dépasserez les limites qui vous amèneraient à devenir dangereux pour ces individus. Et c'est pour ça que vous n'êtes jamais censuré. C'est tout simplement parce que vous êtes asservi, et vous êtes asservi du fait de cette absence de pensée. Eh bien, ce Noam Chomsky m'a écrit au sujet de Crépuscule en demandant la chose suivante, cette chose très simple. Est-ce que vous pouvez m'envoyer une version anglaise de Crépuscule? Et alors, il se trouve que comme on a édité ce texte dans une petite maison d'édition, parce que tous avaient peur, les traductions sont passées de façon assez étonnante. C'est-à-dire qu'on a eu une offre du Japon, le texte va être traduit en japonais, on a eu une offre du monde hispanique, donc le texte va être traduit en castillan, il est en cours, le texte va être publié en italien aussi, à la fin du mois, mais personne en Angleterre. Et qu'est-ce que cela produit? Cela produit tout simplement le fait que ce texte n'est pas accessible. Alors je voulais vous proposer, et je ne peux pas le transmettre à Noam Chomsky, qui s'il le lisait, pourrait évidemment le faire publier immédiatement et donner encore une dimension supplémentaire à ce texte. S'il y a parmi vous des personnes qui sont soit traducteurs, soit connaissent des traducteurs, qui ont une formation littéraire, parce que la langue de Crépuscule, vous l'avez remarqué, est assez lourde, elle est difficile à traduire, il faut en respecter une forme d'esprit. Je vous demande si tout simplement vous accepteriez pas de vous rejoindre les uns les autres, de créer un document collectif sur ce comité, et à partir de là, tout simplement, commencer à traduire ce texte et permettre aux Anglais, mais surtout à Noam Chomsky d'y accéder pour le faire adapter, et ainsi de suite, progressivement faire comprendre ce qui s'est passé pendant cette période, au-delà de nos frontières, et peut-être trouver des alliés. C'est un élément qui me semble important, on a peu de moyens de le faire. Moi, je pourrais évidemment participer. J'ai un rapport à la langue anglaise qui est assez particulier, qui est
sur lequel je ne reviendrai pas maintenant, mais en tout cas, je serais ravi si on pouvait lui transmettre cela. Donc, n'hésitez pas. Je pense que les modérateurs de ce groupe seront ravis d'essayer de centraliser ces données. C'est un travail assez important, mais si on s'y met à plusieurs, je pense qu'assez rapidement, on pourrait lui proposer quelque chose. Il y a quelqu'un à qui je voudrais rendre hommage, Maria Schwab, qui avait commencé ce travail, mais qui s'est trouvée prise par des problèmes de santé. Bonjour de Polynésie, et bonjour à Marilyn Le Poupe, qui me dit cette chose très émouvante. Beaucoup de gens me disent ça. J'ai offert Crépuscule à ma grand-mère de 89 ans. Elle a lu 2 fois, elle a pris des notes. Il y a beaucoup de personnes qui me disent avoir offert ce livre à leurs enfants, à leurs parents surtout, même des personnes très âgées. Et je trouve que c'est la grande beauté de ce mouvement, c'est de nous avoir reliés à travers les générations et surtout permis à des personnes qui pourraient ne pas apparaître utiles à la société d'un point de vue macronien, de s'engager et de continuer jusqu'au bout à contribuer et à tenter de comprendre ce monde. Je pense qu'il n'y a rien de plus beau que quelqu'un qui, jusqu'au bout de sa vie, essaie d'étendre par curiosité son rapport à ce monde-là. Donc merci à Marilyn de me dire ça. Yann, merci de me dire, de voir avec cette traductrice, je pense vraiment que ce serait quelque chose de précieux. Une autre chose, on avance sur Jupiter. J'ai découvert que certains d'entre vous avaient donné de l'argent sur Tipeee. Je pensais que les donations étaient suspendues, mais vous avez été... ces donations ont été encaissées par Tipeee et elles sont suspendues. On avance. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, mais je voudrais renouveler mon appel à contribution. J'ai une idée assez claire. On va faire un crowdfunding à un moment. Je pense qu'il faut qu'on soit ambitieux. Si on n'arrive pas à remplacer le monde à terme, si on n'a pas cette ambition comme journal de référence qui renverserait les élites, eh bien, ça ne sert à rien de le faire. Donc il faut qu'on atteigne au moins une certaine somme sur le crowdfunding qu'on lancera, d'à peu près 200, 300 000 euros, de façon à ce qu'on obtienne en tout 500 000 euros et qu'on ait justement les moyens de faire quelque chose de fort. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est important. Je compte faire avec Maxime Nicole, avec qui on a porté plainte contre le préfet de police, qu'on souhaite mettre en prison, et qu'on mettra en prison à un moment ou à un autre, un système dans lequel on permettrait à tous les gilets jaunes qui sont sur son groupe et sur d'autres groupes de contribuer et de raconter ce qui leur arrive au niveau local, en gros de transformer les ronds-points, ou ce qu'ont été les ronds-points, en source de production journalistique. Et je pense que là, on peut rompre complètement le modèle de la presse qui se montre aujourd'hui incapable de parler du local sans ennuyer les autres, ou sans tout simplement rentrer dans des grossièretés parce que les rédactions aujourd'hui sont incapables d'avoir des correspondants tout simplement dans chaque ville de France et voire chaque village. Eh bien nous, on veut faire remonter cette parole et la faire tenir au même niveau que les journalistes parisiens qui parleraient des grandes affaires politiques, etc. Il faut que les Gilets jaunes se racontent et il faut qu'on soit là pour recueillir cette parole, la structurer et l'accompagner, la faire voir. Il faut que quand vous habitez à Jupy, à Cognin, dans toutes ces villes où je suis allé et où je vais continuer à aller les jours prochains, vous puissiez lire non seulement des choses sur la nation française, mais sur votre rapport à votre terre et à votre lieu, à votre espace commun. Et donc là, on est en train de préparer les maquettes et ainsi de suite, mais j'aimerais que vous m'écriviez, soit sur mon mail, contact@branco-associé.fr, associé au pluriel, soit sur inbox, mais faites l'effort de m'écrire quelque chose de structuré de façon à ce qu'on ne perde pas trop de temps à classer les choses. Si vous avez l'impression d'avoir une compétence quelle qu'elle soit, que ce soit graphiste, maquettiste, que si vous connaissez des imprimeurs qui seraient prêts à travailler avec nous, si vous êtes prête à écrire tout simplement, si vous êtes comptable, ça c'est un élément essentiel. Est-ce qu'il y a un comptable ici qui serait prêt à nous aider pour lancer Jupiter, pour nous aider à développer ce cabinet d'avocats avec lequel on accompagne Maxime et de nombreuses autres personnes, notamment des Gilets jaunes qui nous ont demandé de l'aide. Et on est complètement débordé parce qu'on ne sait pas comment gérer l'afflux de demandes et la structuration, malgré le fait qu'il y ait des personnes qui soient venues travailler avec moi maintenant, qui m'accompagnent, qui m'aident bénévolement, comme moi j'accompagne des Gilets jaunes bénévolement, et qui sont en train de construire quelque chose d'assez merveilleux, je pense, à mes côtés. S'il y a des personnes qui ont des compétences à n'importe quel niveau que ce soit, y compris très pratiques, qui sont prêtes à nous aider à construire des lieux, à les occuper, eh bien qu'ils viennent, qu'ils m'écrivent, parce qu'on en a vraiment besoin et qu'on est en train de passer dans une phase où il va falloir durer, où la mobilisation qui s'est mise en place pour produire des effets va avoir besoin d'une structuration qui nous amènera, je pense, à un moment à montrer à tous ces gens que nous sommes une alternative et que nous sommes capables de prendre cet espace qu'ils ont indûment occupé et d'utiliser le politique et l'État pour rendre à la population ce à quoi elle a elle-même contribué. Je pensais tout à l'heure à cette chose étonnante, mais assez simple, qui est de dire, quand vous payez vos impôts, il n'y a aucune raison
que l'État ne nous remercie pas et ne dise pas: «Écoutez, on comprend que c'est un effort important que vous faites et on s'engage à, au nom de la collectivité, non pas acheter des homards pour François de Rugy, mais justement construire ce pays grâce à vous et on voudrait». Donc c'est des petits détails comme ça qui, au-delà des réformes de structure auxquelles on va commencer à réfléchir, doivent intervenir. L'autre structuration de long terme, c'est l'école qui va nous permettre de nous renforcer. Il faut que les Gilets jaunes soient capables de parler en leur nom et par leurs propres mots. Mais pour cela, il faut aussi que des personnes comme moi, comme des personnes que je connais, des professeurs que j'ai présentés à Maxime de l'école normale et autres, soient capables de leur donner, quand ils en ont besoin, les bases en économie, en droit, en institution, pour qu'ils structurent une pensée, une parole, et que lorsque l'on se retrouvera à nouveau sur BFM TV, face à ces journalistes, espèce de semi-savants qui pensent construire quelque chose d'élaboré, tout ça parce qu'ils ont fait telle ou telle école, eh bien, les personnes qui seront mobilisées auprès des citoyens pourront les regarder et leur dire: vous ne m'intimidez pas, nous n'avons pas peur de vous. Et nous n'avons pas besoin de bourgeois ou d'autres pour parler en notre nom. Nous sommes aujourd'hui capables de faire cela. Cette école, je la crée au centre de Paris. Je la crée au centre de Paris pour rompre l'effet de stigmatisation, d'intimidation qui peut aujourd'hui exister. Je l'ai déjà raconté, mais je vais le dire brièvement. Ce que m'a permis la mobilisation des Gilets jaunes, c'est découvrir à quel point ce pays est grand. Et à quel point, quand vous rentrez dans des espaces, que ce soit en Savoie, en Bretagne, dans le Finistère, et que vous découvrez la distance qui peut exister avec le pouvoir. Quand vous avez grandi, comme moi, proche de ces lieux de pouvoir, vous n'avez pas forcément conscience de la distance qui peut être ressentie de la part des citoyens qui, eux, sont dans d'autres espaces. Eh bien, rompre cette distance et permettre à quiconque de monter sur Paris, de se former en économie, en droit, en littérature, en philosophie, pour qu'il soit prêt par la suite, non plus à dépendre d'une case de notables qui parlerait en son nom et dirait ce qui l'intéresse, mais défendre lui-même ses intérêts, eh ben, c'est une clé absolue et c'est lié à Jupiter. Donc à nouveau, là aussi, tous ceux qui peuvent contribuer d'une façon ou d'une autre, qui nous écrivent et on les entendra et on se lancera. J'ai pas mal d'autres demandes en fait de services, d'aide, de personnes qui pourraient nous aider. La plus importante, celle qui reste, c'est Epstein. L'appartement d'Epstein. J'en ai parlé dans mon dernier live. Squatter cet appartement, c'est extrêmement important. Nous trouver un lieu dans lequel nous installer, c'est extrêmement important et c'est devenu possible d'autant plus que les perquisitions sont déjà intervenues, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien là-bas qui contienne des preuves qui pourraient être dégradées par notre présence. Là encore, je vais vous donner un moyen de me contacter. J'aimerais que les personnes qui se sentent déterminées pour participer me contactent et qu'on organise ça, car nous sommes dans notre droit. Il n'y a pas à avoir peur. Il n'y a pas à avoir peur à l'idée de squatter un appartement vide qui appartenait à un millionnaire pédophile, qui a construit son argent sur sa consanguinité avec les élites d'État et qui est détenteur de 2300 mètres carrés en plein cœur de Paris, près des Champs-Élysées, là où nous nous sommes samedi après samedi pendant longtemps mobilisés. Il n'y a aucune honte à vouloir occuper cet espace, à l'ouvrir aux personnes qui voudront se former à travers cette école, voudront s'informer, voir, parler et transmettre leurs informations à travers le journal Jupiter, voudront accueillir ceux qui sont en difficulté dans la rue, que ce soit des SDF, des personnes qui sont venues d'autres pays et qui se retrouvent à la chapelle, et ainsi de suite, et créer là à nouveau un espace qui appartiendrait au peuple. Ce qu'aujourd'hui les maires d'arrondissement ne font pas parce qu'ils préfèrent avoir à Paris leur palais pour eux-mêmes, au lieu de créer des crèches, des écoles, même des boîtes de nuit au sein de ces espaces-là qui permettraient de profiter à la population, alors qu'ils n'ont aucun pouvoir, qu'ils ne servent à rien, eh bien nous allons le créer, nous allons le démontrer par nous-mêmes. Eh bien, je souhaiterais qu'on construise cet espace-là à notre tour, et je vais vous donner un numéro, tout simplement. Et par là même, je voudrais vous dire une chose importante. Beaucoup d'entre vous se sont inquiétés parce que j'avais donné mon adresse sur le document HSBC. Ils avaient peur qu'il m'arrive quelque chose ou quoi que ce soit. Je voudrais leur dire une chose. Cette adresse, je l'ai laissée en conscience. Je l'ai laissée en conscience parce que je crois au fait qu'on va commencer à faire de la politique différemment dans ce pays. Qu'on va faire de la politique au sens noble du terme. Et ça passe par une chose, ne pas avoir peur du tiers. Ne pas avoir peur de l'altérité. Et avoir le courage de se confronter, corps nu, à ceux qui voudraient venir nous chercher. Non pas se gargariser comme notre petit monarque voudrait, Emmanuel Macron, depuis ses espaces protégés, en disant qu'il vienne me chercher pour que dès le moment qu'on le fasse, il s'enfuit en courant et prépositionne son hélicoptère, mais être sincère là-dessus.
Je n'ai rien à craindre de personne, si ce n'est de ces puissants que nous avons dérangés et de leurs sbires. Or ceux-là, ils savent parfaitement où nous vivons. Ils savent parfaitement comment nous trouver. Quant aux autres, je crois qu'au contraire, étant donné le fait qu'on se bat pour leurs droits et qu'on a une lutte saine qu'on est en train de mener, qu'ils nous défendront au contraire et qu'ils seront là pour nous protéger. Donc aucune crainte à l'idée de s'exposer, de la même façon que les samedis, quand nous allons aux manifestations, et je vous l'avais dit dans la vidéo qui est appelée au 1er mai, me mettre en première ligne et me confronter à la violence policière est la moindre des choses si je veux que cette honnêteté et cet engagement qui nous lie soient respectés. Eh bien, mon adresse est connue, il n'y a aucune raison qu'elle ne le soit pas, il n'y a aucune raison de craindre des conséquences à ce niveau-là, et il n'y a aucune raison que si quelque chose arrivait, vous ne soyez pas là, si ce n'est pour me protéger, du moins pour basculer un système qui se serait permis de provoquer cet effondrement. Donc, un numéro à partir duquel on va commencer à travailler ensemble. Il faut que je retrouve. Comme vous le disiez, qu'ils viennent nous chercher. Ils peuvent nous polluer. Nous, je crois vraiment au fait qu'il faille construire aujourd'hui un lien direct entre nous. Je vous demande une seule chose, c'est de me contacter sur Signal. Tout simplement pour vous protéger. Le numéro, c'est le 07 69 99 50 34. 07 69 99 50 34. On va le mettre en commun avec quelques personnes, on va travailler ensemble avec ce téléphone, et on va tout simplement s'engager pour monter des groupes d'action qui, au-delà de la question de la légalité ou pas, feront des choses justes et prendront des risques nécessaires. Je sais qu'il y a des personnes aujourd'hui qui manquent de direction, qui ne savent pas comment utiliser leur engagement. C'est là la solution que j'ai à apporter. Sur le mail, Léo, je le redonne, contact@branco-associé.fr, tout simplement. Et évidemment, structurez-vous aussi à votre niveau, y compris sur cette page dans un premier temps. C'est la chose la plus importante. J'aimerais savoir, on n'interagit pas beaucoup en général sur ces lives, je ne sais pas si, que ce soit Hervé, Eric, Annie, vous avez des choses, des questions, des remarques à faire. Sur ces 3 points, encore une fois, c'est extrêmement important qu'on le fasse de façon coordonnée, qu'on se protège, qu'on se soutienne. S'il y a parmi vous des juristes, des avocats, des linguistes ou autres qui veulent aussi filer un coup de main, qui n'hésitent pas, des personnes qui n'ont pas forcément qui n'ont pas forcément de compétences apparentes, ces personnes, vous savez, dont M. Macron disait qu'ils n'étaient rien, hein, mais qui ont de l'énergie, qui ont de l'envie de contribuer de leur façon, d'une façon ou d'une autre, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à lancer pour se protéger. On a besoin de tout. Et mon idéal, ce serait que cette école que l'on crée finisse par permettre aux ouvriers, employés qui seront venus apprendre, eh bien que ces personnes enseignent à leur tour le travail manuel, de la plomberie jusqu'à la soudure, en passant par d'autres choses, à ces intellectuels qui leur enseignaient et auraient pu jusqu'alors se croire supérieurs. Donc je vous redonne le numéro 07 69 99 50 34. Yann me demande de le répéter lentement une dernière fois, hein. Mais de toute façon c'est enregistré, cette vidéo. 07 69 99 50 34 et contact@branco-associé.fr. Si vous nous floudez, bah écoutez, ça sera un sacrifice pour la cause, c'est-à-dire qu'on se retrouvera complètement paralysé. J'espère que ce ne sera pas le cas. Si vous venez nous agresser à l'adresse qui est celle-ci, eh bien, à nouveau, il y aura des personnes qui souffriront. Je ne vois pas vraiment l'intérêt. Je pense qu'on est tous ici dans cette lutte commune, et ceux qui sont contre nous, de toute façon, sont soit instrumentalisés, et cela, pitié à eux, s'ils osent commettre quelque chose qu'ils regretteraient, soit manquent d'un courage extraordinaire. Et en général, on n'a rien à craindre de ces personnes-là qui, en fait, défendent le pouvoir et n'ont aucune capacité d'engagement en propre. Nous avons montré notre courage physique, notre courage moral, en s'engageant dans cette lutte. Et je pense qu'à partir de là, l'inquiétude ne devrait pas nous habiter. Je renie, nous allons construire un espace qui va nous permettre de renverser les effets de domination qui nous imposent et d'à nouveau faire que l'espace politique, étatique, juridique
soit au service des plus fragiles et non plus l'inverse. Je suis absolument convaincu de ça. Je ne sais pas comment on va le faire. J'ai pas de voie prédéterminée à part les quelques pistes que je viens de vous donner. Tout simplement pour une raison très simple, parce que nous sommes dans un rapport de don et de contre-don. Personne ici ne fait ça pour l'argent. Personne ici n'est présent pour autre chose que pour essayer de retrouver un lien au monde et à la société. Et à partir de là, nous leur sommes infiniment supérieurs, parce que ils ont peut-être la masse monétaire, mais nous avons tout simplement la masse humaine, ce qu'ils appellent cyniquement les ressources humaines. Nous avons la force d'un lien qui fait que l'on n'oubliera jamais cet engagement que nous avons partagé, et que je pense qu'à aucun instant, un quelconque d'entre nous trahira, pour peu que l'on respecte les principes de base que nous nous sommes proposés de soutenir. Donc je vous demande de vous organiser pour ceux qui ne peuvent pas venir à Paris nous aider ou qui ne peuvent pas nous aider virtuellement, à distance. On a aussi besoin de gens qui nous aident à sécuriser nos systèmes de communication, qui soient prêts à construire en fait des réseaux en propre, qui nous assistent, y compris à ce niveau-là. Organisez-vous au niveau local, devenez vos propres référents. Devenez les référents de cette chose que l'on est en train de créer. Identifiez au sein de la ville, du village, de l'espace dans lequel vous êtes, les personnes qui sont les plus solides, les plus organisées. Faites remonter ces noms et peu à peu, vous allez voir sur ce groupe et ailleurs, on va commencer à proposer quelque chose de très fort qui va les faire trembler. Vous avez raison, Romain, on va physiquement faire tomber cette mafia et il va se passer quelque chose de très simple, c'est que ils vont être jugés pour ce qu'ils ont fait. Et si les policiers, vous les avez vus samedi trembler, c'est bien pour une raison très simple. S'ils faisaient les malins, s'ils faisaient des pompes, s'ils s'agitaient, c'est parce qu'ils savent très bien qu'ils sont en point de rupture et que bientôt, ce sera entre leurs mains que le changement interviendra. C'est ce qu'ils pensent. À nous de nous assurer qu'ils ne fassent rien basculer d'un côté qui ne serait pas celui qu'on a désiré. Je compte sur vous aussi pour résumer ce qui a été dit dans cette vidéo sur un document ou autre et le diffuser sur le comité et aussi à toutes les personnes que vous connaissez qui s'intéresseraient et qui n'auront pas la patience de regarder les 40 minutes, 45 minutes de vidéo qu'on a fait aujourd'hui. On perd beaucoup de monde évidemment quand ça se passe comme ça pour une simple raison. Les gens n'ont pas le temps. J'ai fait ce live à 1 heure après avoir fini la plainte pour Maxime Nicole, alors que je dois écrire un certain nombre de travaux importants encore pour défendre des personnes qui nous ont sollicités. Beaucoup d'entre vous travaillent, sont endormis à cet instant. Nous entendrons demain, après-demain, dans une semaine. Si on peut faciliter en condensant les informations, n'hésitez pas. Les 2 chats vont bien. Je ne savais pas qu'on avait vu le second. Le premier était là tout à l'heure, il mangeait ma mimolette. et voilà. Écoutez, j'ai pas envie de vous faire perdre beaucoup plus de temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas maintenant. C'est le moment d'interagir un peu ensemble. Moi, je serai à Avignon, à l'Université populaire des Gilets jaunes, qui sera organisée samedi et dimanche. Je débattrai avec Priscilla Ludowski. Vous vous souvenez, l'une de 3 ou 4 personnes qui a lancé ce mouvement, avec cette pétition qui a recueilli plus d'1 million de personnes. Quelqu'un qui se fait extrêmement discret sur les réseaux, mais qui fait un travail de fond extraordinaire à côté. Il faut absolument qu'on continue à se relier, mais j'insiste, il faut qu'on présente une alternative crédible au reste de la population, pour que le jour où un nouveau 17 novembre, un nouveau 24 novembre intervienne, et bien à ce moment-là, 1er décembre, surtout peut-être, ce moment où la Macronie a vraiment tremblé, plus personne n'ait peur de nous laisser passer et de reconstruire ce régime et cette démocratie qui, avariée, ne cesse de sombrer. Il faut qu'on ait conscience de cette responsabilité historique, qu'on s'organise pas à pas. Alors ils riront peut-être au début, ils paniqueront aussi, on l'a vu avec le refus d'HSBC de m'ouvrir un compte. Ce n'était pas lié, contrairement à tout ce qui a été dit, à une question de ressources ou quoi que ce soit. C'était vraiment tout simplement du fait de mon engagement politique, de notre engagement politique, de cette lutte qu'on est en train de mener. Et lorsqu'une banque se sent suffisamment inquiète pour refuser à un opposant politique d'ouvrir un compte, c'est que quelque chose de positif est en train de se passer. Donc voilà, à nouveau, construisez cette toile, aidez-moi, organisez-vous, nommez des secrétaires généraux, tout ce qu'il faudra, des personnes qui ont la capacité. Il faut qu'il y ait des appels sur ce groupe à créer à nouveau une toile, créer un document sur Framasoft qui
ville par ville, nommera un référent, des personnes qui seront capables non pas seulement de m'aider, d'aider le cabinet, d'aider à Jupiter à l'école, mais aussi d'aider ceux qui, en confiance, parce qu'ils appartiendraient à ce cercle auquel on appartient, parce qu'ils se seront engagés sur les Gilets jaunes, auront besoin à un moment d'une aide pour quoi que ce soit. Et à partir de là, avançons. On a trop perdu de temps. Chomsky, encore une fois, pour ceux qui ont la compétence, qui ont à la fois une formation en anglais et une formation littéraire, ce serait de loin le plus important pour nous donner un coup de boost énorme à ce niveau-là. Le 30 septembre, moi, je serai sur RTL, chez Thomas Soto. Et je trouve ça magnifique qu'on réussisse encore à mettre un pied dans cet espace-là. On va leur montrer qu'on va rien lâcher. Et que tout simplement, contrairement à ce qu'ils avaient pu penser, qu'on n'était pas seulement une bande d'agités, mais des personnes qui sont prêtes à les dévorer. Donc voilà, encore une fois, j'espère que l'un d'entre vous se chargera de résumer ces informations. Combien de temps ça prendra? Probablement minimum 3 ans. Peut-être moins. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas qu'on soit pris à nouveau au dépourvu. Que la fois d'après, celle où à nouveau les personnes se diront je suis prête à sortir dans la rue, qu'il fasse froid, qu'il vente, et à mettre mon corps en danger pour défendre mes idées, qu'à ce moment-là, on soit là, on puisse les accueillir, et on puisse leur dire on vous ouvre le chemin. Accompagnez-nous, et ensemble, tranquillement, sans crainte, parce que nous sommes déjà morts, comme le disait Malcolm X, nous ne craignons pas la mort. Et ensemble, côte à côte, sans plus rien céder, arriver à prendre cette place qui nous permettra à nouveau de défendre des plus fragiles, des intérêts. Et rester à ce moment-là dans la même simplicité qui est l'actuelle, qui fait que, quelle que soit notre position sociale, que l'on habite le 6e arrondissement ou une banlieue des quartiers nord à Marseille, on n'ait pas peur d'ouvrir la porte, quelle que soit la personne qui vienne toquer, on n'ait pas peur de s'exposer à la potentielle violence qui viendrait nous infliger, que l'on ait conscience que toute violence au sein d'une société est le fruit d'une dysfonction qu'il s'agit de corriger, et que s'il faut en payer le prix, eh bien, il faudra tout simplement l'assumer, et qu'à partir de cette position de pouvoir que l'on aura réacquise et redistribuée collectivement, on puisse faire cet effort pour que cette personne-là qui venait soit se venger, soit exprimer sa colère, sa haine, sa frustration, sa tristesse, son désespoir, cette personne puisse être accompagnée. Retisser des liens humains, je pense que c'est le seul but de ce mouvement et de cet engagement. RTL, ce sera le 30 à 18h quelque chose, chez Thomas Soto, à propos de Contre Macron, cet autre texte plus philosophique, plus difficile, qui accompagne Crépuscule. Et il y a un dernier texte que je voulais vous montrer. Vous m'attendez une seconde? J'arrive. Une seconde. Alors ça, c'est très émouvant. C'est un texte qui a été écrit sur ces derniers mois, et pour ceux qui ne m'ont pas connu au tout début, qui retrace en fait ce lien qu'on a construit ensemble et pourquoi en fait on s'est retrouvés entre nous en fait tout simplement parce que comme vous l'avez peut-être remarqué, j'ai recommencé à lire tous les messages, je les ai tous lus depuis enfin il y en avait plusieurs milliers, donc j'en suis encore au 11 mai. Donc il y en a encore des centaines à régler, mais tous les autres je les ai lus. J'étais heureux de découvrir des mots qui m'ont fait pleurer. Et donc ce lien, cette aventure commune qu'on a essayé de mener, qui est si différente de celle qu'il mène politiquement, c'est retracé dans ce petit texte. On m'avait pas prévenu, c'est une journaliste qui m'avait reçu, qui avait écrit un livre sur Macron parce qu'elle avait fait la campagne de Macron. Donc c'était pas forcément rassurant, elle m'avait fait 2 entretiens, Marielle Primois-Bizot. Et en fait, elle a compris ce qui faisait qu'on se battait. Et en allant chercher sur mon Curious Cat, sur Facebook, sur nos lives, sur Twitter, toutes ces choses que les élites ne voient pas, qui font qu'elles ne nous comprennent pas, elle a écrit ce récit merveilleux qui m'a beaucoup ému et qui m'a permis de comprendre moi-même ce qui nous est arrivé, parce que c'est pas anodin. C'est pas anodin cette connexion soudaine qui nous a embranchés. Voilà, je montre la couverture parce qu'on me la demande, hein, c'est pas pour... voilà.
c'est assez touchant, ça sort dans 2 semaines, je pense. Et je vais pas vous lire parce que déjà, ça me faisait très bizarre de lire quelque chose écrit sur moi. J'avais au ventre une forme d'étrangeté, mais à la fin, franchement ému parce que je me suis rendu compte que ça dépassait mon sujet, tout simplement. Voilà, est-ce que vous avez des questions encore Parce que ça, c'est important aussi, hein, c'est des signes. Vous imaginez la violence qu'ils ont utilisée jusqu'à me dénoncer aux flics pour essayer de m'écraser. Alors, c'est aussi autre chose que je voulais vous dire. Il n'est pas écarté que je finisse en prison, mais ça, on a déjà parlé dans le dernier live. Moi, les gens comme moi, on met plus de temps à les mettre en prison. Ils font attention, hein. De la même façon qu'ils protègent Édouard Philippe, Le Vergeon et compagnie, parce que j'ai fait les mêmes écoles qu'eux. Je suis pas le genre à être mis en garde à vue et incarcéré dans la foulée comme beaucoup de gilets jaunes ont souffert. Et eux, ils mettent les petits papiers dans le grand en se disant que je vais probablement savoir me défendre, et donc ils font leur petite enquête qui dure longtemps, etc. L'enquête, visiblement, n'est pas encore finie, mais si ça arrive, encore une fois, j'aurai une grande fierté d'être mis en prison par ces gugus-là, et j'attendrai simplement que l'horreur passe et que collectivement nous nous sortions de là. Donc aucune angoisse à ce niveau-là, mais tout simplement pour vous dire que ils ont beaucoup plus peur que ce qu'ils avaient cru penser. Et surtout, je pense qu'on est vraiment en position aujourd'hui de les renverser, pas à pas, très doucement. On fait peu d'erreurs, on essaie de les compenser quand on en fait. Et Paul Bouffet me demande si les municipales pourraient devenir un relais. Moi, je pense que les élections ne sont pas notre sujet pour l'instant. Il faut qu'on s'organise, qu'on construise une pensée, qu'on se repère entre nous, qu'on identifie ceux qui d'entre nous sont les plus formés politiquement, ont le plus de verve, de charisme, d'expérience de vie. Et à partir de là, qu'on fasse monter ces figures, d'abord, tout simplement en termes de visibilité, de construction intellectuelle, qu'on les prépare, qu'on les forme, pour que si un jour on devait, d'une façon ou d'une autre, accéder au pouvoir, ils soient en mesure de l'exercer. Et ça prend des années. Alors, se présenter au municipal, brinque-ballant, sans savoir vraiment quelle est notre ligne, etc., sans s'être parfaitement identifié, en étant peut-être pas prêt, pourquoi pas, mais c'est pas ça la solution. En tout cas, il faut pas se précipiter à ce niveau-là. Je sais que c'est très dur et que pour les personnes qui sont encore, c'est pour ça que ces lives sont aussi faits pour accompagner ceux qui ne sont pas sortis de l'ornière, qui sont encore dans cette période qui moi m'a sauvé, sont encore dans une souffrance, une solitude, et je fais vraiment attention aussi à répondre aux personnes qui me l'expriment et qui m'écrivent à cet égard, tout simplement parce que c'est la moindre des choses, en fait, de maintenir ce lien et de ne pas les mettre sur le côté. Et donc, c'est extrêmement dur, mais il faut comprendre il faut qu'on se construise. Et il faut qu'on se construise collectivement. Et encore une fois, il faut qu'on se protège. Et cette protection, elle passe, moi, par exemple, par la mise dans le pot commun de mes talents, entre guillemets, ou de mes qualifications d'avocat. Vous, il faut qu'elle soit par votre courage, par votre entrain, votre affect, votre technique, que ce soit culinaire, ouvrière, intellectuelle, juridique, en tant qu'ingénieur aussi, tout simplement. Tout ce que vous pouvez apporter, il faut que vous commenciez à créer des collectifs pour construire le monde d'après. C'est extrêmement important de commencer maintenant. Et pour quel motif juridique ils oseraient m'embastiller? Pour incitation à la commission de crime et délit. Parce qu'ils considèrent que avoir appelé, comme j'ai fait, un renversement de leur pouvoir, avoir appelé à les juger, c'était une incitation à commettre des crimes et des délits. Je comprends, hein, qu'Aurore Berger, qui a tant trahi, et s'est montré, s'ils veulent, considère que ce soit criminel que de s'attaquer à sa position sociale, à son salaire confortable, et toutes ces choses qu'elle a volées à la société en s'accouplant toujours aux plus puissants. Mais ils ont du mal à me coincer. Il y a bien quelques phrases, quelque chose que j'ai dites, qui en effet pourraient me faire sombrer, mais encore une fois, s'ils le font, je tiendrai sans aucun doute, parce que je saurais justement que vous êtes à nos côtés. Et Barbara, vous me posez une question importante. Pourquoi vouloir refaire des élites? C'est ce que je dis souvent dans mes lives. On est à une troisième phase de la démocratisation de ce pays. Il y a eu la construction d'une aristocratie qui asservissait les gens, littéralement. Elle créait des serfs qui avaient ni salaire, ni liberté d'aller et venir, qui étaient enfermés dans des fiefs. Et on a réussi, à partir de là, s'émanciper une première fois,
en créant une aristocratie qui, elle, n'avait plus de pouvoir direct sur le tiers-État. On a créé des parlements qui faisaient que le tiers-État pouvait décider, ou en tout cas peser sur les décisions qui étaient prises à leur sujet. Arrive la deuxième étape, qui est la Révolution française. À ce moment-là, on pèse plus directement en retirant le pouvoir de naissance aux aristocrates et en permettant à qui que ce soit, quelle que soit sa condition de naissance, de participer aux affaires de la cité. Et donc on a le droit de participer d'une façon très spécifique, et ça c'est la démocratie libérale telle qu'elle existe aujourd'hui, en choisissant qui va pouvoir parler et décider en notre nom. C'est les élections, c'est la démocratie élective. Évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens qui se sont institués en élite pour accaparer la parole. Ça, c'est les castes bourgeoises. Eh bien, ces castes bourgeoises, évidemment, peu à peu, elles ont commencé à parler pour défendre leurs propres intérêts, et non plus nos intérêts. Et elles ont commencé à essayer d'imposer le fait que ce soit leurs enfants qui récupèrent leurs privilèges, les privilèges qu'on leur avait offerts, pour qu'ils puissent défendre nos intérêts contre les aristocrates, et ainsi de suite. Et donc, peu à peu, on a commencé à recréer une forme d'aristocratie. Eh bien, moi, je pense qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que le RIC a été la revendication la plus importante des Gilets jaunes, on peut passer à une troisième étape de notre démocratisation. C'est tout simplement le fait que le peuple, dans son ensemble, parle en son propre nom. Alors ça, c'est à la fois avec des outils comme le référendum, l'initiative citoyenne, qui fassent qu'on puisse décider par nous-mêmes directement sans en passer par des intermédiaires, mais aussi tout simplement par un accroissement de notre niveau de compréhension de comment fonctionne la société. Et dans la transition, entre les deux, on va bien devoir en passer par un régime représentatif. Eh bien, la meilleure façon d'améliorer le régime représentatif, ne serait-ce que pour ce qu'ils votent pour instaurer le RIC, la 6ème République, et ainsi de suite, c'est que ce soit cette fois, il y ait des assemblées dans lesquelles il y ait autant de bourgeois qu'il y a de bourgeois dans la société, mais aussi autant d'ouvriers qu'il y a d'ouvriers dans la société, autant d'employés qu'il y a d'employés dans la société, autant de chômeurs qu'il y a de chômeurs dans la société, et qu'enfin, les voix de chaque partie de la population soient représentées. Il faut qu'il y ait, à côté du grand aristocrate, eh bien, quelqu'un qui a arrêté l'école à 15 ans, a été pendant 30 ans manutentionnaire, parce que l'expérience que ce manutentionnaire a eue de la vie est tout aussi importante et précieuse que l'autre. Et le rôle de cette école de Jupiter, c'est de permettre à ceux qui, parmi ces personnes qui ont été à l'école à 15 ans, qui ont fait des études complètement différentes et ainsi de suite, d'avoir les outils qui aujourd'hui sont réservés aux bourgeois et aux fils de bourgeois pour gérer l'État et pour orienter l'État pour qu'il aille vers la défense des intérêts des plus fragiles et non plus comme aujourd'hui d'eux-mêmes, de ces bourgeois-là. Eh bien, la meilleure garantie pour permettre ça, c'est tout simplement que ce soit les Gilets jaunes qui parlent en leur nom et non plus qui choisissent des bourgeois pour défendre leurs intérêts. Je vais vous faire une anecdote. Moi, j'ai voté Poutou en 2012, non pas que je croie du tout à son idéologie, mais tout simplement parce que c'était un ouvrier qui portait une parole ouvrière. Et j'étais convaincu que le fait qu'il y ait des ouvriers qui défendent les intérêts des ouvriers était essentiel et que tant que ce serait des bourgeois qui défendaient les intérêts des ouvriers, il y aurait toujours soit le risque, soit de facto, après une génération, la certitude qu'ils finiraient par défendre les intérêts de leur classe et non plus des plus fragiles, parce qu'ils se seraient installés confortablement dans leur position. Qu'est-ce qu'on m'a appris à l'école pour gérer un peuple face au réchauffement climatique? Nicolas, eh bien, tout simplement cette chose essentielle que nous a montré à Taxe Carbone, que sans démocratie, il n'y aura pas d'adhésion aux politiques écologiques. Aujourd'hui, les gens qui sont en difficulté n'accepteront jamais qu'on crée des politiques écologiques contraignantes s'ils ne se les ont pas imposées eux-mêmes. Tant que ce seront les élites qui le feront, ils craindront de se faire instrumentaliser, ils auront raison, tout simplement comme l'a montré la taxe carbone qui était censée financer la transition écologique, mais qui en fait servait à financer le CICE. Donc pour éviter ces arnaques, pour éviter de se faire encore une fois écraser et pardonner la vulgarité entubée, il faut qu'on construise justement une force de proposition de résistance à nous-mêmes. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on réussira à adopter des politiques qui nous permettront de nous confronter aux conséquences du réchauffement climatique, puisqu'il est aujourd'hui inévitable, et de s'assurer que la France devienne un îlot de prospérité, là où les autres seront en souffrance parce qu'ils n'auront pas su à temps construire leur autonomie énergétique, décentraliser la production d'électricité, et ainsi de suite. C'est des politiques qui sont faciles à mener, et 100 milliards de Bernard Arnault suffiraient à les financer. Donc des idées, il y en a beaucoup. Il faut juste qu'on
qu'on les mette en branle, et pour les mettre en branle, il faut juste qu'on abandonne cette idée de pouvoir vertical et autoritaire, et qu'on refasse confiance à la masse. Moi, dans mon espace social, au sein de la bourgeoisie, vous imaginez pas la méfiance qui existe auprès de ces individus, comme on les considère, cette masse sombre, dès le moment qu'elle serait décidée. C'est d'où l'argument qu'elle se déterminerait par elle-même, d'où l'argument de la peine de mort à chaque fois. Ou le tremblement qui ferait que si l'on donnait la parole au peuple, la peine de mort serait rétablie. Quel mépris et quelle insupportable vanité. Ils sont pour la parole pour le peuple tant qu'elle leur convient. Et au lieu d'essayer de faire confiance à un fonctionnement dans lequel on appartiendrait tous ensemble et chacun aurait la même parole, et que par la confrontation d'idées émergerait quelque chose de sain, une décision collective, ils veulent continuer à avoir ce fonctionnement hiérarchique où eux-mêmes, détenteurs de la bonne parole, domineraient les autres. Créer un anti-Sciences Po vous permet d'avoir les outils rhétoriques et ainsi de suite pour renverser cette domination. Eh bien, je pense que c'est la meilleure solution. Et évidemment, l'anthropologie doit figurer dans la formation. Et la femme avec qui j'ai une histoire d'amour est d'ailleurs en train d'apprendre l'anthropologie, et ce n'est pas pour rien. Il arrive aussi, me dit Monique Bénin-Tandy, qu'un ouvrier oublie sa classe sociale avec l'exercice du pouvoir. Eh bien, c'est pour ça qu'il faut créer des dispositifs de contrôle comme le RIC, comme le référendum d'initiative citoyenne, pour que dès le moment où il nous oublie, eh bien, on le rattrape par la peau des fesses, et qu'on lui dit ça, on ne l'a pas voulu, ça, c'est le fruit du fait que tu as été acheté par les lobbies, ainsi de suite, et qu'on reprenne la parole en propre dès qu'on le souhaite, et pas en allant quémander à Emmanuel Macron de temps en temps un référendum sur tel ou tel point, en espérant qu'il voudra bien nous l'accorder si on arrive à réunir 4 millions de voix, et ainsi de suite. Et quant à l'autonomie des territoires, nous demande Barbara, vous savez très bien que l'avenir est à ça, un État central fort qui permette de lutter contre les inégalités, de répartir les ressources de façon équitable, et au niveau très local, une organisation très locale, avec des communes qui seraient beaucoup plus puissantes qu'aujourd'hui, qui permettraient de redistribuer les ressources de façon beaucoup plus fine et précise qu'aujourd'hui, sans les dépenses ridicules et insupportables des départements, des régions, avec toutes ces sphères de notabilité qui ne servent strictement à rien, et qui peu à peu se construirait en espace politique nouveau parce qu'elle serait autonome énergétiquement et ainsi de suite, et pourrait justement faire émerger une sorte de diversité dans la société qui aujourd'hui manque de façon terrifiante. Et oui, les industries ont disparu, mais elles sont encore là un peu, il faut sauver, et il faut les reconstruire tout simplement. Il faut que ce pays redevienne autonome, il faut arrêter de dépendre de l'esclavagisation des Bangladeshis, des Chinois, et ainsi de suite. Il faut reconstruire des espaces territoriaux, et ça c'est mon idée profonde. Il faut que l'on se réassocie, y compris au sein de l'Europe, avec les territoires qui partagent notre culture, que ce soit l'Espagne, l'Italie, éventuellement le Portugal, la Belgique, en tout cas la partie wallonne, pour que on construise des espaces qui soient à nouveau cohérents culturellement et politiquement, institutionnellement aussi, et qu'on reconstruise en fait des hinterlands, des coopérations économiques, comme l'Allemagne l'a fait avec l'Europe de l'Est, ce qui a fait qu'elle nous écrasait. Voilà. Est-ce que je pense à un effondrement? Non, je pense qu'on va... Moi, je suis pas millénariste, je suis pas collapsologue. Je pense qu'on va sauver, et je pense que c'est en se prenant en main qu'on va sauver et on va y arriver. Il faut juste faire des guerres pires ceux qui tiennent le pouvoir aujourd'hui. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va s'arrêter là, il est 1h17. J'ai pas envie de vous ennuyer plus que ça. C'était très important pour moi de vous dire ce que je vous ai dit. Encore une fois, j'espère que quelqu'un recompilera. Sur Chomsky, ce serait essentiel et incroyable si vous y arriviez. Sur Jupiter et sur l'école également, si vous nous proposiez de participer. Encore une fois, communiquez avec moi de façon structurée. Assurez-vous que vos messages ont toujours un contenu, quelque chose de signifiant, qu'ils n'établissent pas un contact pour le contact, parce que c'est très difficile de gérer la symétrie actuelle, de rester disponible et en même temps de tout simplement de construire quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, j'ai la capacité, j'ai cette chance de pouvoir toucher des centaines de milliers de personnes, parfois des millions d'une fois. C'est une grande responsabilité, j'ai envie que vous m'accompagniez là-dedans, mais il faut que vous sachiez en retour que ça implique de chacun d'entre nous une certaine éthique de
du rapport. Donc voilà, moi je pense qu'on peut encore une fois faire les choses différemment, mais ça passe aussi par un engagement mutuel. Allez, sur Juliane, vous avez raison. Quelque chose de très important encore, les conditions de détention vont s'améliorer. Je vais aller le visiter bientôt. J'ai vu qu'il y avait un lien, je demanderai au modérateur du groupe de le remettre pour organiser un déplacement là-bas. Je pense que c'est le 21 octobre. Il y a des bus qui vont être formés. J'en ai parlé avec des équipes à Londres. Ils sont très enthousiastes à l'idée qu'on aille manifester dans le ministère de l'Intérieur ou autre. Je pense que ce serait la meilleure solution, le ministère de l'Intérieur à Londres. Et je pense que ce serait un très beau symbole que de vous montrer que des petits Français sont en train de se préoccuper de son sort et sont prêts à lutter pour lui. Donc, essayez de vous coordonner à ce niveau-là aussi. Faites l'effort, peut-être, si vous voulez montrer votre solidarité avec cette personne qui a tant sacrifié par nous et pour nous. Et dormez bien, tout simplement. Nous, on est encore là, on se bat et on espère que ça ira. À très vite.